Jusqu'au début du 20e siècle, c'est là qu'on a connu toutes les transformations, le système Albert. Celui-là, c'est le système Böhm, il y a 17 clés. Il existe encore un système qui existe chez les Allemands. Les Allemands et les Autrichiens, un système Euler, où là, il y a une petite modification de clés qui est venue plus tard. Mais la plupart du monde ont gardé le système Böhm partout ailleurs que dans le monde académique, on joue la clarinette comme ça. Il existe plusieurs grosseurs de clarinette, plusieurs grandeurs, c'est une grande famille. Fait qu'on va voir ça un petit peu plus tard. Et la clarinette, ce qui est important de savoir aussi, c'est que la différence entre le saxo et la clarinette, ce qui est important de savoir, d'abord le matériau dans lequel il est fabriqué. Le bois, parce que c'est de l'ébène, une des familles d'ébène, parce qu'il y en a plusieurs sortes. Puis il y en a qui sont en voie d'extinction. Présentement, donc, on essaie de protéger cet arbre-là. Les Africains appellent ça un pingo, c'est l'arbre qui chante. On fabrique des instruments de musique avec ça.
Tandis que le saxophone est fait de métal, donc c'est un alliage très... c'est une recette secrète gardée par chacune des compagnies. Donc un alliage qui est fait principalement de cuivre, des teintes de toutes sortes de métaux, donc qui forment le saxophone. Et la deuxième différence, c'est la forme. Alors, une clarinette, pour la physique du son, c'est un cylindre. Juste évadir le pavillon pour projeter le son au bout, mais en gros, c'est un cylindre complet, donc la grosseur de la pièce intérieure du trou est toujours égale. Ça donne une particularité aux ondes sonores. Alors, si je dépliais le saxophone, on constaterait que la forme est conique. Donc, la vibration du son, l'air, se comporte différemment dans le saxophone que dans la clarinette, puisque la forme de l'instrument est différente. Donc, on voit bien que ça commence très petit et que ça finit ici plus large. Donc, conique, cylindrique. Métal, bois. Voilà. Alors, retenez bien ça, c'est ce que je viens de dire même. Donc, vous doutiez pas ce matin, là. Alors, le saxophone a été inventé par Adolphe Sax en 1854. Adolphe Sax, son père était facteur d'instruments. C'est un Belge qui a aussi travaillé beaucoup à Paris. Adolphe, c'est un espèce de génie, un passionné, un patenteux, comme on dirait. Là, ça serait un très bon beauceron aujourd'hui, je dirais. Parce que Adolphe Sax a voulu développer un instrument qui, parce que, bon, le facteur d'instruments travaille sur les instruments avant. Donc, à l'époque, on travaillait beaucoup sur les clarinettes, on travaillait sur les trompettes, les trombones, et il a formé une famille qui s'appelle les saxhorns, qui ressemble à des petits tubas de plusieurs grosseurs, pour faire une image très facile pour vous. Et il s'est décidé de... en fait, il voulait créer un instrument qui soit à la fois très coloré au niveau du son, puis aussi qui ait une certaine puissance. Donc, est né le saxophone. Et je dois dire aussi que si ce n'était pas d'Adolphe Sax, on n'aurait pas la clarinette qu'on a aujourd'hui. Rino vous l'a pas dit. Adolphe Sax a travaillé beaucoup sur la clarinette, un tel point qu'au congrès de 1900, le congrès mondial, il organisait des concours à l'aveugle où deux clarinettistes jouaient sur la clarinette Adolphe Sax et sur une autre clarinette. Et les gens, au son, préféraient la clarinette d'Adolphe Sax. Donc, quel est le plus bel instrument? C'est le saxophone! Donc, trêve de bavardage, on va vous faire une autre pièce, qui est un tango.
timbré, c'est en bois et en métal. Voilà. Alors, bravo, vous allez passer l'examen. Ce qui nous amène à parler, dans le fond, des différentes familles de instruments, et c'est Lino qui va commencer. Ouais. Parce qu'on a une image de toutes les clarinettes. La famille des clarinettes, c'est une très très grande famille. Ici, à Paris, on voit que le plus grand des instruments, la clarinette contrebasse, c'est assez rare. Il y en a 2 ou 3 au Canada, ça a l'air, puis il y en a vraiment pas beaucoup. Celle-là est en bois naturel, on voit que c'est brun. Puis c'est une nouvelle mode maintenant de ne pas teindre nécessairement les clarinettes. Parce que la vieille épelle était très noire, et la nouvelle elle est un peu plus marron. Et la mode, c'était de reteindre les instruments noirs. Regardez, la couleur noire du concert est toujours très de mise. Mais maintenant, ils les laissent, même ces clarinettes-là, ils les laissent marron comme ça. Et ça fait très joli finalement. Alors, la grande, la contrebasse, celle que vous avez vue tantôt, celle-ci, c'est la clarinette basse. Et si je grossis un petit peu, il y en a une qui a la même forme, mais un petit peu plus petite, qui est la clarinette alto. Celle qui a un petit croche comme ça, on l'appelle le quart de basset. Mais en réalité, c'est une clarinette, dans une tonalité différente. Alto, c'est en mi bémol, le quart de basset est en fa. Il y a aussi la clarinette en lame, comme celle-là, qui est un petit peu plus longue que la clarinette si bémol, et puis j'utilise le même bec sur les deux. On appelle ça de matcher les clarinettes, là. Je ne sais pas l'autre terme, j'ai jamais entendu ça. Puis après ça, il y a une clarinette qui est plus petite, une clarinette en do. Une clarinette qui est encore plus petite, qui est en mi bémol. La petite clarinette utilisée à l'orchestre. Il existe une clarinette en ré aussi. Et il y a la plus petite de toutes, c'est la clarinette en la bémol. Puis on l'a à peu près plus en Europe, elle aussi. Je l'ai jamais vue en Amérique, celle-là. Donc, c'était la famille des clarinettes. Et en même temps, pour maintenant vous illustrer ça un petit peu, je vais changer de clarinette. La clarinette si bémol et la clarinette en la, les deux clarinettes sont utilisées à l'orchestre symphonique. Il faut avoir les deux à ce moment-là, parce que des fois, même dans la même pièce, on change de clarinette. Et la clarinette en la, vu qu'elle est plus grande un petit peu, il y a un côté plus sombre au son. Donc, dans des musiques plus romantiques, tout ça, on va chercher à avoir une sonorité un petit peu différente. Je vais vous jouer une pièce avec cette clarinette-là. Cette pièce-là a été composée par le grand compositeur Igor Stravinsky. Et Stravinsky, Stravinsky est arrivé au début du 20e siècle avec la musique moderne qu'on a fait. Essayer de se dégager des conventions, de la tonalité même. C'est une pièce qui n'est pas, elle n'a pas de ton gros, ton ré, là. C'est une pièce qui en a pas. On a eu de décaphonisme, on a eu une sorte de système. Et la meilleure façon d'écouter ces pièces-là, de s'imprégner, parce que le langage, des fois, est un peu moins évident que les autres, c'est de se laisser porter par l'atmosphère, par les émotions, tout simplement. Et dans ce cas-ci, on a, dans cette pièce-là, qui s'appelle pièce pour clarinette solo, d'un ensemble de 3 pièces de Stravinsky, mais on imaginait un petit peu comme ça dans un sous-bois. On se promène où c'est plutôt sombre, avec des éclaircies, et ça va donner l'atmosphère de la pièce, avec le côté plus sombre de la clarinette en l'air. Alors, imaginez-vous loin d'ici, dans le bois.
Ensuite vient le ténor qu'on en voit beaucoup dans la musique populaire, surtout dans le jazz. En fait, un peu plus gros que l'alto, le ténor va avoir cette partie-ci qu'on appelle le bocal, va être légèrement recourbé vers le haut et va redescendre. C'est une façon de pouvoir identifier plus facilement le saxophone. Si vous voyez par exemple un saxophoniste à la télévision, puis on a de la misère à savoir si c'est un alto ou un ténor qui joue, on regarde ici par cette partie recourbée, ceci, qu'on appelle le bocal. Donc on peut voir une légère courbe par en haut. Ensuite, on a le saxophone baryton, alors qui est environ haut comme ça s'il est à côté par terre. Donc, je vous ai parlé de 4 principaux, soprano, alto, ténor et baryton, sont les 4 principaux qu'on voit généralement. Beaucoup de musiques de chambre ont été écrites pour cette formation qui veut un peu se coller à la formation d'un quatuor à cordes, par exemple. Ensuite, on a le saxophone basse, qui est encore plus grand. Et ce qu'on voit derrière, je vous dis que c'est un vrai athlète. C'est le saxophone contrebasse. Et je vous avouerai qu'il est vraiment immensément haut, comme on peut voir, et que le pavillon du saxo est tellement grand qu'on pourrait rentrer un petit enfant de la maternelle debout à l'intérieur. Je pense qu'il force un mot de dire sa photo. Alors, c'est principalement la famille des saxophones. Il y en a quelques autres, par exemple les saxophones en haut, il y a eu quelques expériences, mais Adolphe Sax vraiment s'est arrêté dans le fond à ces 7 instruments qui couvrent vraiment un très très large registre, donc de très très grave à vraiment très aigu. Alors, pour continuer dans cet élan de musique moderne, j'irai plutôt dans la musique contemporaine. Comme le saxophone est un instrument qui est assez jeune, 1854, c'est vraiment très très jeune. Donc, je vais vous faire une pièce d'un compositeur torontois qui s'appelle Ryo Noda, qui s'appelle Improvisation 1. C'est pour saxophone seul et ça exploite vraiment tous les effets qu'on peut faire, une bonne partie des effets en fait qu'on peut faire avec un saxophone. Donc, on peut voir la partition qui est non conventionnelle. Pour ceux qui connaissent la musique, on peut voir les portées. Donc, les portées, c'est les 5 lignes. Mais il n'y a pas de barre verticale, donc on n'a pas de mesure. C'est une musique qui est écrite pour être à la fois un peu improvisée et il y a plusieurs effets. Par exemple, vous voyez en haut complètement à gauche, il y a une petite barre en dessous du piano, il y a un piano 2P qui veut dire pianissimo, donc c'est la nuance très douce. On a une barre horizontale qui fait des vagues comme ça. Ça, c'est pour faire onduler le son. Waouh, 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 waouh. Donc, c'est ce qui nous indique. C'est la même chose en dessous. En dessous de la portée, vous allez avoir les nuances. Et dans la portée, les notes qui sont à jouer. Aussi, il va y avoir des petits signes comme des V. Ça veut dire qu'il faut attaquer la note très sec. Et qu'est-ce que je puis vous dire d'autre? Ah oui, il y a une espèce d'accolade à un moment donné où il y a juste des points d'indiquer. Les notes n'ont pas de la petite queue qu'on appelle la hampe, ils n'ont pas sur la deuxième ligne. Et en dessous, c'est écrit ad lib, ça veut dire que c'est vraiment très libre. Le musicien peut adopter le rythme qui lui plaît selon les notes qui sont là. Donc, toutes sortes d'effets. Ah, puis il y a un autre effet peut-être qui pourrait être intéressant. C'est une espèce de dessin 1, 2, 3, 4, 4e ligne en bas, complètement à droite. On a une note qui est un Do dièse. Là, on a une espèce de V, de petit dessin qui descend comme ça, qui s'en vient droit, puis une bulle, puis comme ça. C'est un effet aussi sur la note du Do où je vais faire fermer quelques clés, qui va faire à la fois une clé, mais qui va aussi modifier un peu la hauteur de ma note pour la rendre un peu fausse volontairement et un effet. Donc, cette musique, c'est un peu comme une musique de film. Donc, vous pouvez suivre sur la partition. Vous pourrez me dire si je me suis trompée. C'est vraiment une musique un peu comme un film où c'est que seulement l'émotion qui nous guide. Donc,
c'est pas comme si on racontait une histoire, c'est vraiment l'émotion qui se dégage de ça. Alors, voici improvisation 1. Continuer la course.
cerveau est équipé pour la science de la musique. On a un petit métronome, pas un métronome, il y a un diapason dans le cerveau. Il n'y en a pas réellement. Mais par contre, dans l'oreille, surtout l'oreille interne, on a le colimaçon et les longueurs d'onde, les fréquences pour la musique ne sont pas dues au hasard. On a des règles de la beauté. Alors, dans la prochaine diapositive, on va voir que ça fait longtemps qu'on connaît un petit peu quelques règles. Le premier, c'est Pythagore, ça fait 2500 ans. Lui avait fait une expérience avec une corde, un monocorde, et il s'était aperçu qu'en séparant la corde en deux, on obtenait un intervalle très précis. Finalement, maintenant, à la moderne, on dit on double la fréquence du son. Et à ce moment-là, ça va provoquer comme la même note plus haut. En réalité, c'est deux notes différentes et ils sont tellement pareils qu'on les appelle de même nom. J'ai une paire de cordes, comme sur une guitare, longue de même. 60 pouces, mettons. Je la divise en deux, exactement. 30 pouces. Donc, ça fait. Si j'ai 60, ça va me donner une note grave. Si je la rapetisse, ça va donner une note forcément plus aiguë. Mais si je la divise exactement en deux, ça va me donner l'octave qu'on appelle. Donc, la même note, mais plus aiguë. Un octave, ça vient de octo. Alors, ceux qui ont fait du latin savent que ça veut dire 8. Si je pars de mon do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ça fait 8 notes. Donc, 60 pouces, disons. Do grave, 30, do aigu. Voilà. Ça aussi, ça aide. Donc, Si je divise en 3, si on divise en bas. j'ai ma 60 divisé en 3, ça fait. Ouais, ça a compté. Ça va donner finalement la quinte au-dessus de la clave. Ce qui est pour la clarinette, c'est l'équivalent de ici actionner ma clé de registre. Parce que quinte, ça veut dire, ça vient de 5. 5. Do, ré, mi, fa, sol. Ouais. Si on part du dos d'en bas, puis on va jusqu'au sol d'en haut, ça fait 12. Et la percussion, on appelle ça une douzième aussi. En fait, c'est comme ça, excuse-moi. C'est comme ça que Pythagore a réglé les lois acoustiques, les lois de la gamme majeure, en divisant sa corde de façon très mathématique en 3, en 4, en 5, ce qui a donné la gamme qu'on connaît aujourd'hui, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà. Et ce qu'on considère aujourd'hui comme beau, c'est les rapports les plus simples mathématiques. Donc, rapport 1 sur 2, rapport 1 sur 3, rapport 1 sur 4, et ça compose, pour nous autres, la base des accords. Frédéric, tu veux-tu nous mettre l'autre image? Parce qu'on voit une longueur en haut de notes, par exemple, 60 pouces, divisé en deux. On a deux ondulations, dans le fond. Ça, les petites vagues nous montrent les ondulations. Donc, en 3, ça veut dire la quinte que Rino a parlé tout à l'heure, donc cinquième note, do à sol. On pourrait s'imaginer. Donc, le quintoiement qui est particulier à la clarinette. Les ondes se comportent comme ça. Et à cause aussi du cylindre et du cône, les ondes ne se comportent pas de la même façon. On va créer le timbre qu'on appelle, donc même si on joue la même note, il y a une différence dans notre son, on appelle le timbre, et c'est créé par les petites harmoniques qu'on appelle, les petites notes qui sont les divisions comme ça, mathématiques simples. En bas, on a la portée, on voit 1. La deuxième, c'est marqué 8E, c'est l'octave. 12E, c'est la deuxième. C'est les 3 premières harmoniques. Puis après ça, c'est ceux qui viendraient en divisant toujours de plus en plus l'accord. En 4, en 5, en 6, en 7. Donc, c'est ce qu'on appelle les harmoniques du son. En fait, ce qui fait qu'un saxophone va sonner comme un saxophone et une clarinette comme une clarinette, il y a non seulement la composition de l'instrument qui est en métal ou en bois, la forme cylindrique ou conique, mais aussi comment l'onde va se comporter dans l'instrument qui va donner le timbre, donc la couleur de son propre à chacun des instruments. Ce qui explique qu'on a plein de beaux instruments pour plein de goûts différents. Mais le plus beau est là. La planète a été changée beaucoup plus vite. Il y a beaucoup plus de notes sur la planète et le temps est beaucoup plus beau. Donc, ce qui nous amène de parler, par exemple,
l'effet du pimploiement sur la clarinette, c'est pas la toux, hein? C'est pas de tousser. En fait, c'est que sur mon tuyau ou sur son tuyau percé, on n'aurait pas énormément un grand registre, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas énormément de notes. Fait que si je bouge tous les trous de mon saxophone, ça va donner ceci. C'est ma note la plus grave. Puis si je vais au plus aigu, ça donne ceci. Comme ça. C'est les notes naturelles sur mon saxo percé. Donc ça donne ça entre les deux. C'est tout ce que je pourrais jouer. Mais vous avez remarqué que je serais capable de jouer plus aigu aussi avec. Donc ce qu'on a fait, c'est que l'inventeur a créé une petite fuite d'air qu'on crée artificiellement. Donc, on va isoler l'harmonie du son pour en créer un autre. Bon, c'est quoi cette affaire? OK, je vous ai parlé de 8 notes pour Do, du Do grave au Do aigu. Ça va? Donc, je serais capable d'aller chercher les autres notes plus aiguës en créant une micro-fuite d'air qui va enlever ma note grave, mais qui va faire sonner la note plus aiguë. Un peu comme sur une guitare ou sur un violon, quand ils font qu'effleurer la note, ça fait une petite note bien aiguë. Vous me suivez jusque-là? Donc, pour moi, au saxo, c'est la petite clé que j'ai ici sur mon pouce, à côté du truc noir, là, de la pastille noire ici. Je l'appelle une clé qui s'appelle la clé d'octave. Donc, si je bouge, si je prends une note au hasard, un Do, et que je pèse sur ma clé, à cause de la forme cylindrique et de la façon comment les ondes vont se comporter dans mon saxophone. La forme conique. C'est bon? Ça va donner exactement la même note, 8 notes plus haut, donc l'octave. Ça va me donner la note comme ça. Si on va compter, OK? La première, vous le remarquez en haut? Donc, juste en pesant sur ma petite clé. Ce qui fait que ça augmente la quantité de notes que je suis capable de jouer et je peux jouer de la musique. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Là, c'est le sur la clarinette. Sur la clarinette, là, on a un très grand avantage sur la clarinette. Vu que moi, les ondes, à cause du slide, il y a des ondes qui sont comme annulées. Là. Il y a 2 retours d'ondes dans l'instrument, il y a des ondes d'ondes. Au lieu de peser sur ma clé et que ça donne l'octave comme Sophie faisait, moi, ça va donner une note, l'autre harmonie plus loin, la 12e. Donc, je fais une note. C'est comme j'en passais une, je passais à l'autre harmonie plus loin. Comment ça s'aggrave, on va compter ça aussi. Toutes les notes. Et ça me donne que j'ai beaucoup plus de notes sur mon premier registre aussi. Ah, je demande, là, si on mais joue pas, là. Ça va aller jusque-là. Il y a moyen de le faire sans peser sur la clé. Mais C'est la triche. j'ai fait de la triche. Mais normalement, c'est comme ça. Alors, donc, c'est pour ça, la clarinette, dans le fond, la série fondamentale est plus longue. Et quand je remets la clé, j'ai encore une série plus longue. C'est pour ça qu'il y a plus de notes sur la clarinette aussi. Et que ça donne une difficulté supplémentaire parce qu'on est obligé d'avoir comme 2 séries de doigtés différentes pour le nombre, le même nombre de notes. Donc, c'est l'avantage. Finalement, c'est peut-être un petit bel instrument. Continue sa clarinette. On va continuer avec ici la gamme majeure, déjà Pythagore, en allant chercher des rapports de son comme ça les plus simples possibles et en les réduisant comme en prenant une 12e, puis en faisant la moitié, on vient aux 5 notes. Quand il y a combiné comme ça, de quinte en quinte, toutes les notes de la gamme apparaissent à un moment donné. On appelait ça la gamme
pythagorécienne. Et aujourd'hui, on n'utilise pas cette gamme-là exacte, parce que la gamme pythagoricienne n'est pas tout à fait à la même place. On appelle ça les sons naturels, des fois, la collimation, l'oreille est faite comme ça. Mais aujourd'hui, depuis le bac, on a fait une modification qu'on appelle le système tempéré pour que ce soit plus pratique, parce que ça donnait une complexité énorme là, quand on changeait de tonalité. Et maintenant, on utilise un système tempéré, puis on s'est habitué à ça. Ce qui fait que les sons modernes sur un piano sont plus faux que les sons qu'on avait au début, puis on s'est habitué à ça, puis on trouve ça plus juste maintenant. Schoenberg disait qu'on s'habitue à tout. Alors, la prochaine pièce, en fait, la musique, la façon qu'elle est construite, on va avoir souvent une mélodie. Par exemple, si je prends un chanteur populaire, on va avoir celui qui va chanter la mélodie. Ensuite, il y a les instruments qui l'accompagnent. Bon, on connaît la batterie qui va faire le rythme. On va avoir une basse électrique ou une contrebasse qui va faire les notes qui se vont être graves. Puis, des fois, on va avoir un piano ou une guitare qui va faire plutôt les accords comme ça. Donc, normalement, la musique est un peu construite comme ça parce qu'on va avoir une forme complète. C'est comme un repas à 4 services. On aime ça. On ne veut pas juste manger une sandwich. Donc, là, la pièce qu'on va vous faire à deux, en fait, c'est très clair. J'ai une mélodie et j'ai une ligne de basse. Comme on n'est pas capable de faire deux notes en même temps, on va faire une mélodie qui va faire la basse. Donc, en premier, on va entendre les deux distinctement. Donc, Rino va commencer avec sa ligne.
ont réussi à en faire des contrepoints, même à la Renaissance, jusqu'à 12 ou 15 mélodies ensemble. Aujourd'hui, 3 ou 4, c'est déjà beaucoup. Alors, on vous a parlé de battements, d'ondes et tout ça. C'est bien abstrait, mais on est capable de les entendre. Alors, on va vous faire une note qui est la même note. Moi, en fait, c'est que je vais fausser ma note. Ma note va descendre un peu. Et vous avez vu tantôt là, dans mes affaires d'ondes, dans ma partition, là, bon, là, je vais prendre ma note puis je vais la descendre un peu comme ça. Donc, je vais descendre comme ça et vous allez entendre un autre son. En fait, vous allez entendre des vibrations qui vont se créer quand les instruments, en fait, sont faux, mais ça illustre vraiment l'onde qui se passe dans notre instrument. On voit sur l'illustration, il y a deux ondes qui ne sont pas tout à fait de la même fréquence en haut. Ça part ensemble, le moment ça dépasse, et rendu au milieu, les ondes sont complètement contraires l'une à l'autre, donc le son disparaît à ce moment-là, c'est comme s'il n'y avait plus de son. Et ça revient, on revient en phase, on déphase, on revient en phase. Donc la résultante en bas, ça donne qu'on va entendre comme un wow, 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 wow. Et ce son-là n'est pas créé ni par un ni par l'autre, mais par la rencontre des deux sons ensemble. On va vous le faire en démonstration. Elle va partir, et plus le son est de la même fréquence, plus le wah-wah est lent. Quand le wah-wah s'accélère, c'est qu'on s'éloigne l'un de l'autre.
Donc, on a ici une embouchure de flûte à bec et on a une languette de papier. Évidemment, j'ai 5 longueurs, 5 couleurs. Vous allez sûrement vous trouver que plus. Alors, c'est quand on va se construire une flûte avec de papier. Alors, modèle à la clarinette, nous allons former un parfait cylindre que nous allons insérer dans l'embouchure de la flûte à bec. Donc, première étape pour les futurs musiciens. 1. Je roule le papier. 2. J'insère le papier dans la flûte. Voilà. Et ensuite, puisqu'on est des professeurs, on va vous enseigner comment jouer la clarinette. Oui. De la flûte avec. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un petit trou ici sur le devant de la flûte. Vous avez tous déjà vu ça. C'est de mettre une feuille de chaque côté et de souffler dans la flûte seulement quand le chef d'orchestre vous le dira. Et on est chanceux aujourd'hui, on a un grand chef d'orchestre qui s'en ira en Italie l'été prochain, le grand Innov. Alors, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, Madame Sophie va exécuter ce que les personnes devront faire. Donc, l'idée, c'est de souffler mais doucement dans la flûte et ça va créer un son. Voilà, tout simplement. Et tout ce que j'ai à faire, c'est regarder le chef d'orchestre et obéir au doigt et à l'œil.
C'est un duo.
proportionnellement de gauche à droite et de haut en bas, tandis que Rino va jouer la tête en bas. Pourquoi c'est lui qui joue la tête en bas? C'est parce que moi, je défrais ma coiffure. C'est ça. C'est parce qu'il joue la clarinette. En fait, Rino va lire la partition ici, la tête en bas. Il va commencer ici en bas, puis il va monter comme ça. Vous voyez que le titre est des deux côtés. Tout est écrit à l'envers. Donc, il faut que la première note avec la dernière fonctionnent ensemble. Et ainsi de suite, ça se passe dans le milieu et ça revient. Donc, ça prend quelqu'un d'un peu fou pour essayer de faire quelque chose comme ça. Donc, comme on ne trouve jamais de personne pour pouvoir tenir Rino la tête par en bas, en le tenant par les pieds, la tête en bas, ben, la façon de faire, c'est qu'en fait, on va se mettre face à face. Moi, je vais lire comme ça et Rino va lire de cette façon-là. Donc, en déposant la partition sur la table, c'est plus simple. Donc, comprenez, moi, je lis comme ça et Rino lit comme ça. Donc, est-ce que ça fonctionne? Ouais. Normalement, oui. Mais on ne sait pas si ça va bien sonner, par exemple. Est-ce que ça va faire une vraie pièce qui s'accompagne d'elle-même et qui a une belle mélodie? C'est ça qu'on va voir. S'il y en a qui ont déjà essayé d'écrire de la musique et tout ça, là, vous pouvez imaginer le niveau de complexité que ça demande de faire quelque chose